C'est intéressant de se dire que, à quelques détails près, à peut-être une décision, on aurait eu un Napoléon unijambiste et sans doute que l'histoire aurait été tout autre. Un peu différente. Dans ce climat de révolte, il aurait quand même pu passer quand même à la guillotine au coup près. Napoléon, je pense, en a eu du bonheur. Je pense qu'à la fin de sa vie, il donne une formule assez simple en disant qu'ils ont fait bon ménage. Cet homme-là ne m'aime pas, il me vénère. Oui. Donc ça résume tout. 100% d'accord avec toi. Le coup d'éclat de Napoléon est là où va se révéler son génie militaire mais aussi politique, parce qu'il va signer des traités de paix. C'est durant la campagne d'Italie. C'est un trait de la personnalité de Napoléon que j'ai aimé explorer. On en a parlé une fois dans une vidéo assez courte sur le côté dépressif de Napoléon. Comme tu le disais, le génie aussi de Napoléon, c'est de faire passer à travers la gloire une défaite. Il est des noms qui traversent les siècles comme un éclair dans la nuit. Des noms qui claquent dans l'histoire, imposent le silence et forcent le respect. Napoléon. Un homme, un mythe, une légende. Né dans la poussière corse, il gravira les marches du pouvoir à la vitesse de l'ambition, jusqu'à devenir l'un des plus grands stratèges de tous les temps. Gloire et chute, triomphe et exil, bataille épique et réforme durable, Napoléon Bonaparte n'a pas seulement marqué son époque, il l'a façonnée. Aujourd'hui, dans Histoire de découvrir, nous vous emmenons sur les traces de l'empereur. De la petite île corse au faste de la cour impériale, des plaines d'Austerlitz aux falaises solitaires de Sainte-Hélène, préparez-vous à plonger dans une vie hors du commun, celle d'un homme qui voulait écrire l'histoire et qui y est parvenu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dans un nouvel épisode pour Histoire de découvrir. Aujourd'hui c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de l'épopée napoléonienne, c'est un des premiers épisodes d'une longue série. Aujourd'hui on est avec Mathis. Bonjour à tous. C'est très important pour moi qu'il soit ici. Je l'ai connu aussi dans ses vidéos grâce à une chaîne YouTube qu'il tient magistralement. Et voilà, donc c'est pour moi important de l'avoir pour parler de l'épopée napoléonienne. Et puis de personnes, on va dire, assez jeunes pour parler de ça aussi. Et je trouve ça important. Donc merci Mathis. Merci à toi. D'avoir donné ton accord. Donc voilà, Mathis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qu'on puisse te connaître? Alors je suis étudiant universitaire à Bruxelles. Comme tu en as gentiment parlé et avec tant d'éloges, j'espère ne pas décevoir. On a une chaîne YouTube que je tiens avec mon cousin. Ça fait 1 an qu'on fait des vidéos maintenant autour du sujet napoléonien au premier abord, et ça s'ouvre petit à petit au Moyen-Âge, à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et même à l'histoire militaire moderne. Donc tout ce qui est par exemple en dernière vidéo l'Institution nationale des invalides, des régiments français qui s'inscrivent dans l'histoire de France et qui ont aujourd'hui des théâtres d'opération. Donc on fait ça depuis 1 an, on est belge et on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir et on espère que notre chaîne pourra plaire tout en vous apprenant des choses et en même temps essayant de faire des visuels qui se rapprochent le plus possible du cinéma. Oui, c'est vrai que c'est un point fort que tu as qui a marqué, je pense. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Le nom de ta chaîne, c'est Mathis? C'est Mathis Adastra. Voilà. Alors c'est un choix qui vient c'est une citation qui était le fond d'écran de mon ordinateur depuis à peu près 5 ans. C'est Ad Astra per aspera, donc c'est par les voies ardues jusqu'aux étoiles. C'est une philosophie de vie qui me plaît, et c'est aussi la philosophie de la chaîne parce qu'on essaye de se donner les moyens de faire quelque chose d'un minimum qualitatif. Et cette chaîne YouTube, du coup, on la tient à 2, et je rends grâce ici à mon cousin qui fait un travail extraordinaire d'un point de vue de l'audiovisuel et qui donne toute cette patte à cette chaîne. En tout cas, on essaye de la donner, et donc il faut lui rendre grâce aujourd'hui, je le salue. Parce que je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil, ne fût-ce que par curiosité, même si l'histoire napoléonienne de base ne vous intéresse pas, même si ici vous allez voir, ça peut vous intéresser, et davantage sur sa chaîne YouTube, c'est le réalisme, le côté visuel qui est très très travaillé et qui donne beaucoup un côté très immersif. Et ça, franchement, chapeau, parce que c'est un résultat vraiment exceptionnel, vraiment. Donc ça, il faut rendre hommage aussi. Merci Franklin. Donc ici, voilà, on est là pour parler d'épopée napoléonienne. Évidemment, on sait que c'est des fois un sujet un petit peu difficile, tant il est adulé, tant il est décrié. Et il faut juste aussi remettre aussi un petit peu le contexte. On n'est pas là pour justifier les actes, ni les renier pour autant. On est là pour parler de l'histoire. C'est important qu'en effet qu'on sache un peu plus dans le détail ce qui s'est passé pour la vie de Napoléon. Et donc c'est ce qu'on va tâcher de faire aujourd'hui, sans évidemment créer d'incident.
Tout à fait. On en parlait en off tout à l'heure, mais il y a deux manières de voir l'histoire. Il y a le présentéisme, donc regarder l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui, les lunettes d'aujourd'hui. Et il y a l'historicisme, c'est remettre l'histoire dans son contexte, la regarder avec les yeux du passé. Et je pense que sur un personnage tel que Napoléon, il y a beaucoup de choses positives à retenir, beaucoup de choses négatives. Ça crée des débats, c'est génial. Ça fait de lui un personnage vivant et il ne faut pas lui enlever. Exactement, je te rejoins. Donc une certaine ouverture d'esprit. Et évidemment, on va espérer vous faire plonger dans cette histoire-là avec nous. Et le but ici sera vraiment de retracer sa vie, non pas pour aller à 100% dans les détails, ça sera développé plus tard, mais au moins avoir un long fil rouge qui va pouvoir au moins, au minimum, comprendre un petit peu le personnage et l'épopée napoléonienne tant connue. Et en plus, vous le voyez, on est dans un cadre très napoléonien. On est actuellement en plein milieu du champ de bataille de Waterloo. On a eu l'opportunité de pouvoir enregistrer cet entretien au restaurant, donc à la brasserie qui appartient au musée sur le champ de bataille. Vous voyez qu'on a une décoration napoléonienne. Ce sont tous des objets de l'ancienne collection Brassine. Donc c'était un personnage dont on retrouve beaucoup d'archives sur YouTube. Il me semble qu'il y a des archives aussi à l'INA. Donc un personnage haut en couleur, personnage belge évidemment, qui avait toute une collection napoléonienne dont le musée a hérité et dont on retrouve dans les deux restaurants présents au Lyon. Il y a un restaurant un peu plus moderne qui peut accueillir pas mal de monde et on a ici un lieu très chaleureux dans lequel on retrouve pas mal de gravures, de lithographies, de peintures et d'objets du champ de bataille. Donc c'est un très beau cadre et c'est bien que tu spécifies. Donc je remercie évidemment les responsables du restaurant de nous avoir accordé cette salle et merci à toi qui m'as donné aussi l'info de pouvoir contacter le restaurant. Sans plus attendre, on va commencer cette épopée. Donc là, on parle de Napoléon Bonaparte, Corse. Il s'en est fallu peu pour qu'il soit italien. Tout à fait. Parce qu'en effet, la Corse venait d'être cédée aux Français. Quelques mois avant, donc c'était effectivement possession génoise. Donc le père de Napoléon, Charles, est bien génois, italien. Et Napoléon, de très peu finalement, va naître français. Et ça va influencer sa personnalité parce qu'on a quelqu'un qui est finalement éduqué dans une culture corse génoise et qui va avoir malgré tout toute une éducation qui va être faite notamment à l'école de Brienne, qui va être une éducation française. Donc ça nous donne un personnage intéressant avec un caractère corse-italien et tout l'héritage aussi des Lumières. Donc Napoléon est né en 1769. Tout à fait, le 15 août. Le 15 août, voilà, exactement. Il est issu d'une famille notable de Corse. Voilà, donc ce qui l'aide aussi déjà à avoir une certaine éducation. Il n'avait pas spécialement les moyens non plus de vivre au titre de la noblesse à Ajaccio. Oui, c'est une noblesse qui est un peu discutée. Hein. Je pense que Charles Bonaparte va fouiller un peu dans les archives pour justifier que sa famille est noble. Il est issu d'une grande famille, c'est le deuxième enfant d'une famille de 8 frères et sœurs. Alors, en Belgique, vous soulignerez qu'on dit 8 et pas 8, parce qu'on me l'a déjà plusieurs fois notifié. Donc du coup, le premier fils, c'est Joseph. Napoléon est donc deuxième. Et il va grandir dans une famille dite noble, une famille finalement très vivante et gérée sans doute par une main de fer qui est celle de Laetitia Bonaparte, donc une famille très matriarche à certains égards. Ouais, on dit que le père est quelqu'un d'intelligent, mais n'a pas le caractère suffisant que pour tenir les rênes de la famille. Et comme tu le précisais, c'est la mère des Bonaparte qui en effet tient les rênes et a le plus gros caractère. Et c'est de là aussi que j'imagine tient aussi en grande partie le caractère de Napoléon, un peu ce caractère corsé. Ah mais corsé, c'est magnifique. Ouais, mais voilà, c'est joli. Hein. Dans tous les cas, il y a tout ce système aussi dans la culture corse. Il faut pas la limiter à ça, mais c'est une culture qui a du caractère, c'est la vente d'État, c'est ce genre de choses. Donc c'est certain qu'il y a beaucoup de traits de la personnalité de Napoléon qui l'hérite de cette culture corse. C'est pas à renier. C'est même intéressant parce que il va arriver, mais on va en discuter à l'école royale militaire de Brienne et il va sans doute avoir une des personnalités les plus atypiques de son école, étant un jeune italien, français, génois, corse,
qui a un accent à couper au couteau, qui a un caractère sans doute bien trempé, ce qui va aussi donner une enfance sans doute un peu remplie de solitude à certains égards, et qui va forger davantage sa personnalité. Donc ça, c'est d'un point de vue anthropologique, qui est un sujet qui me touche particulièrement. C'est intéressant et c'est pas du tout à renier. Oui, il a envoyé à 9 ans à l'école de Brienne, c'est ça? Je pense, oui. C'est vers 9 ans. Et en effet, il faut imaginer Napoléon débarquer dans cette école française avec ses continentaux et entendre l'accent Napoléon et Bonaparte. Ouais. C'est vraiment ce genre d'accent. Et donc évidemment, il a été moqué au début. Après, il se distingue rapidement aussi par ses compétences, notamment en mathématiques. Ça devient un élève relativement brillant et ça lui donne aussi accès à l'école royale militaire à Paris. Tout à fait. Grâce à ses bonnes notes, oui. Tout à fait. Alors, Napoléon, il va partir en France avec son grand frère Joseph, qui lui va faire des études finalement beaucoup plus sur un chemin religieux. Ça aurait pu être le cas de Napoléon. Finalement, à quoi ça s'est joué? Et effectivement, Napoléon, il va être un bon élève. Alors, je ne sais pas si le génie qu'on en fait, c'est vraiment est vraiment né directement à cette école, mais il me semble que les commentaires de ses professeurs étaient assez positifs à son égard. Je pense qu'il a beaucoup lu durant cette période, il s'est beaucoup instruit. On parle même de la philosophie des Lumières, mais également par des écrivains sur la culture antique comme Plutarque, qui ont beaucoup forgé le personnage également. Et donc il va avoir un passage à l'école royale militaire qui va être sans doute très intéressant aussi pour comment il s'est formé. Et c'est Louis XVI qui va finalement acter de sa nomination de lieutenant, ce qui est petite pique de l'histoire, un petit clin d'œil. Et parce qu'il va faire après les journées vendémiaires où il va faire du mal aux royalistes. Donc Napoléon, personnage intrigant, sans doute bon élève. On raconte aussi l'anecdote des boules de neige. J'allais y venir, ouais, justement. Comme quoi il aurait dirigé une bataille de boules de neige. Alors fantasme ou non, dans tous les cas c'est intéressant. C'est des anecdotes qui font plaisir et qui en disent beaucoup sur le personnage. En tout cas, apparemment, avec cette bataille de boules de neige, ils ont décelé en lui une certaine qualité de meneur d'hommes. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qui a été relevé à ce moment-là. Donc, mais c'est à l'école de Brienne, avant qu'il rejoigne Paris. Et donc ensuite, il va à Paris. Là aussi, en effet, ses compétences sont mises en avant. Un excellent élève. On dit qu'il se laisse aussi aller à la mélancolie, parce qu'en effet, il est loin de chez lui. Il est seul. En effet, je ne sais pas s'il est toujours moqué à Paris, pour être honnête, mais je ne pense pas que ça doit être facile pour autant. Ouais, c'est une personnalité. Enfin, c'est un trait de la personnalité de Napoléon que j'ai aimé explorer. On en a parlé une fois dans une vidéo assez courte sur le côté dépressif de Napoléon. Je prends des très grands guillemets en employant ce mot, mais au cours des campagnes, évidemment, on peut imaginer tous les petits stress qui peuvent être liés à la guerre, les petites dépressions nerveuses, et on a des écrits de Napoléon qui va réaliser quand il est encore dans sa formation militaire, dans lesquels il parle de suicide, il parle du fait qu'il se jetterait sous les roues d'une voiture, on parle déjà de voiture à l'époque, et c'est un trait de la personnalité de Napoléon qu'il ne faut pas nier, encore une fois, parce que chez tous les grands hommes, je pense qu'il y a une part de solitude. Ça fait partie des grands personnages, ça fait partie aussi du génie, entre guillemets. C'est aussi, si on peut employer le terme génie pour Napoléon, je pense que ça fonctionne, ça passe. Ça passe bien, oui. Mais en tout cas, faut pas renier cette facette de la personnalité où il a des envies de suicide, il a peut-être une rancœur envers la vie. Je pense que ça fait partie de son épopée et c'est un trait qui est parfois un peu négligé. Je pense pas qu'il faut en faire que ce soit le principal biais par lequel il faut découvrir Napoléon, mais c'est intéressant. Moi, par exemple, dans mon cas, le sujet napoléonien, pour arriver sur comment je m'y suis intéressé, eh bien, le premier livre que j'ai lu, c'est la correspondance de Napoléon et Joséphine. Alors, j'aurais pu passer par les grands auteurs, les auteurs plus communs, comme André Castello, ou Tesson, ou ce genre d'autres auteurs qui ont vendu énormément de livres sur le sujet. Moi, j'ai découvert Napoléon par ses lettres, qui en disaient parfois beaucoup, parfois peu, sur la personnalité qu'il avait. Et il y a finalement des prismes qui sont rarement évoqués, et je pense que tout l'aspect humain et émotionnel solitaire de Napoléon est très intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Et comme tu dis, il ne faut pas trop s'y pencher, mais c'est vrai que c'est
très important pour comprendre cette personnalité. À 9 ans, il s'éloigne de sa Corse natale pour aller dans une école à Brienne, école militaire. Il va à Paris, il perd son père. On est quand même dans un climat très tendu aussi en France à cette période-là. Donc vraiment, déjà être très loin comme ça de chez soi et être confronté à tous ces événements, ça va être très difficile. Et donc je pense que c'est pas illogique qu'il ait des tendances à la dépression, voire suicidaire. Donc ça le rend humain. Complètement. Et moi, c'est ce qui m'a touché chez le personnage. Je suis plus attaché à la période qu'à Napoléon lui-même. Mais Napoléon, c'est ce qui le rend intéressant aussi, c'est qu'il a des sentiments comme toi et moi, il a des défauts, il a des qualités, et passer par sa correspondance, c'est touchant de voir à quel point il peut être aussi biais que nous à certains apports, il peut être certain de ses compétences à certains niveaux, mais il y a toute une partie très humaine, parfois il doute, parfois il n'a pas confiance en lui, etc. Et c'est plein de choses qui rendent Napoléon, je trouve, universel, et qui permet à n'importe qui de pouvoir s'en saisir pour enrichir sa vie, ou en tout cas prendre sa vie en main. C'est le côté un peu self-made man, pour utiliser un petit anglicisme, mais... C'est vraiment ça, Napoléon, c'est ça. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais face à un souci, j'étais très inspiré par la boxe étant plus jeune, et je me disais, ok, mais qu'est-ce que ferait Mike Tyson dans cette situation? Et je pense que n'importe qui... Une droite. Très simple. Mais je pense que n'importe qui a un peu découvert le personnage de Napoléon, et surtout son côté humain, en regardant d'où il vient en Corse et où il finit en tant qu'empereur des Français, n'importe qui peut se dire dans une situation délicate, qu'est-ce que ferait Napoléon? Et, encore une fois, des défauts, il y a des choses à garder, etc. Mais il y a un côté presque nietzschéen, presque surhomme qui est intéressant et qui renvoie vers qu'est-ce qu'on fait nous de notre liberté et quels choix nous faisons tous les jours. Donc ça c'est des choses intéressantes. Et juste pour revenir maintenant, ce dont tu m'as parlé par rapport au fait qu'évidemment il quitte la Corse, il est sans doute attaché à la Corse qu'il a perdue. Il est très attaché à la Corse qu'il a perdue. Exact. Donc Napoléon, il est plutôt du côté de Paoli, donc il est plutôt du côté des indépendantistes corses. Son père... réfugié à Londres, Paoli. Oui, qui va revenir ensuite. Exact. Mais Napoléon, il est très attaché à cette Corse, et je pense que c'est peut-être par opportunisme que Napoléon va à un moment se détourner de cette Corse, mais au départ, il était très attaché à la Corse, il voulait y retourner, il était du côté de Paoli, et à un moment le choix va être fait de se tourner vers la République française, et d'ailleurs c'est ce qui va causer l'incendie de sa maison à Ajaccio, c'est qu'à un moment ils vont être vus comme l'ennemi, mais au départ Charles Bonaparte avait pris les armes avec Paoli, donc ça c'est pas quelque chose encore une fois qu'il faut oublier. Oui, exactement. Et c'est justement la transition que je voulais faire, et donc c'est bien que tu le fasses. C'est qu'en effet, oui, Napoléon voulait vraiment défendre sa Corse natale à tout prix. La France n'était pas du tout le choix prioritaire. Mm-hmm. Et après quelques refus, parce qu'il voulait absolument rejoindre le clan Paoli, et après il a essuyé quelques refus, et en effet, comme tu dis, sa maison a brûlé, donc les contextes ont fait qu'ils ont dû rejoindre le continent, et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir une certaine dévotion, peut-être par opportunisme, pour la France. Mais comme quoi, ça se joue à peu de choses, et tout ce qu'on vient de discuter ici, Napoléon, c'est pas uniquement des batailles rangées, c'est pas uniquement les canons et la Russie, c'est bien plus complexe que ça, et le personnage l'est tout autant. J'ai eu un entretien avec le professeur Colson. Ah, magnifique. Voilà, et donc qui sera Très bientôt bien, ça. diffusé suite à cet épisode ici, Génial, prochainement. Mais moi, passer après Monsieur Colson, c'est... Je passe après un monument du milieu napoléonien qui est sans doute éminemment plus compétent que moi dans de nombreux sujets. Donc très heureux pour toi que tu l'aies eu pour la chaîne, parce qu'il a une réelle plus-value à apporter, Exact. à vous apporter en tout cas. En tout cas, c'est pour ça que pour moi tout est lié. Toi et moi, on va discuter quand même sur des faits. On va rien inventer sur la vie de Napoléon. Et avec le professeur Colson, on va aborder l'empreinte stratégique qu'il a laissée. Intéressant. Et donc c'est vraiment encore un axe bien spécifique à développer sur Napoléon. Nous ici, voilà, on va faire la trame principale sur la vie de Napoléon, essayer d'expliquer un petit peu quand même les gros moments de sa vie. Mais évidemment, tout ça peut pas être fait non plus en une fois, pour pas faire les mêmes erreurs que le film de Ridley Scott, par exemple. Petite balle perdue. J'en profite si jamais il y a des Corses qui nous écoutent. Moi, j'ai eu la chance de faire la Corse en van. Je suis désolé, je pense que vous en avez un peu marre des touristes. Mais il y a un très beau musée à Ajaccio, donc la maison Bonaparte qui a été brûlée, mais dans laquelle on a énormément d'objets intéressants à voir. Il y a aussi
la chapelle impériale. Il y a des très belles choses, donc salutations aux amis corses. Napoléon a 16 ans, il est sous-lieutenant, il a fini ses études militaires. On va lui attribuer sa première mission militaire à Toulon, c'est 4-5 années plus tard. Et donc c'est Paul Barras qui va lui demander de reprendre le fort qui est détenu par les Anglais actuellement. Les Anglais qui mettaient pression sur les Français, ils savaient très bien que la France est un petit peu en déroute aussi, avec tout ce qui se passait, le climat révolutionnaire et bien le peuple régicide. Et donc en effet, les Anglais, perfides qu'ils sont, là où ils pouvaient piquer, ils y allaient. Toulon était aussi un point important et il fallait absolument le reprendre, donc on envoie Napoléon Bonaparte. Alors, tout à fait, on ne l'envoie pas juste pour tout reprendre lui-même, mais en tout cas, sur place, il va être très efficace, il va prendre de très bonnes décisions et il va renverser finalement le cours de la bataille avec une idée géniale qui est de prendre un fort, une sorte de grande guérite qui est surélevée par rapport à Toulon. Et d'ailleurs, Napoléon c'est intéressant de le souligner parce qu'on le voit souvent dans les films, très avenant sur le champ de bataille. On a les charges de cavalerie par Ridley Scott qui sont un peu ambiguës, mais Napoléon il va prendre part à la bataille et il va d'ailleurs être blessé. Alors on parle d'une blessure, un coup d'esponton, ce qui équivaut à une sorte de lance à la cuisse. Et c'est une anecdote que j'adore. Napoléon, donc il va être blessé durant le siège de Toulon. Siège de Toulon qui va être finalement le premier éclat visible par tout le monde de son génie sur le champ de bataille, où il va complètement renverser la situation de Toulon. Et il a une blessure à la cuisse, une blessure délicate, et il y a 2 chirurgiens qui vont s'atteler sur son problème. Il y en a un qui va amputer. Et c'est le deuxième qui va dire non, on n'ampute pas, il va y avoir un contre-avis. Donc c'est intéressant de se dire qu'à quelques détails près, à peut-être une décision, on aurait eu un Napoléon unijambiste et sans doute que l'histoire aurait été tout autre. Un peu différente. Légèrement, oui. Mais donc, Toulon, très beaucoup de génie de Napoléon, c'est un peu ici qu'il va se faire remarquer. Je pense qu'à ce moment-là, il est déjà capitaine. Il va être promu grâce à cet éclat et ça va être pour lui ses premiers faits d'armes. Et c'est très important parce qu'on voit à quel point déjà Napoléon sait utiliser son artillerie et en plus on voit le meneur d'hommes. Oui, ce qu'il n'est pas connu, dans les rangs on se demandait c'était qui lui, on ne savait pas qui c'était, et clairement il était dans son état d'esprit, c'était détenir le fort, c'était détenir la ville. Et ça a très bien réussi parce que les Anglais sont partis avec ce qu'ils pouvaient. Avec ce qu'ils pouvaient, oui. Parce qu'il ne restait plus beaucoup de bateaux. Tant mieux. Ouais, exactement, voilà, qu'il coule. Non, pas du tout. Donc, Toulon est de retour dans les mains des Français. Un an plus tard, chute de Maximilien de Robespierre, donc un petit peu la fin de l'épisode de la terreur en France de la Révolution. Napoléon qui entretenait quand même une certaine relation de proximité avec Augustin de Robespierre, donc le frère de Maximilien. Tous les deux sont guillotinés et évidemment on va reprocher à Napoléon une certaine amitié avec Augustin parce qu'ils échangeaient quand même pas mal. Et en effet aussi, il a pu aussi se montrer davantage dans ses premiers faits d'armes, grâce aussi à son amitié avec Augustin de Robespierre et aussi Paul Barras, avec qui il a commencé à bien s'entendre justement notamment pour Toulon. Et évidemment, on lui reproche ce fait-là, on l'emprisonne pendant 2 semaines. Les soldats voulaient le libérer. Il a refusé parce que pour lui, c'est la justice qui devait faire son travail. Donc il était quand même assez serein. Au bout de 2 semaines, il est libéré, mais par faute aussi d'officier, il faut bien l'avouer. Mais en effet, ça se joue quand même à peu de choses malgré tout, parce qu'il aurait quand même, dans ce climat de révolte, il aurait quand même pu passer quand même à la guillotine au coup près. Et donc en effet, non mais c'est vrai. Hein, ça... Complètement, mais je rigole parce que je pense au fait qu'il est passé très proche de perdre sa jambe, exact, ouais, très proche de perdre sa tête. Et effectivement, c'est tout des choses qui se déroulent, encore une fois, tu l'as précisé, mais dans un contexte où on a besoin d'officiers. Napoléon, après Toulon, il est donc promu général de brigade, et tout ça se fait de manière très rapide. Il y a même des grades qui vont sauter, et c'est dans un contexte où on a
des officiers, des nobles qui ont été guillotinés, d'autres qui ont été exilés. Et donc tout ça est très favorable pour Napoléon, c'est important de le souligner. On est dans une période où on a des gouvernements qui se succèdent, on a des personnalités qui envoient des gens sur l'échafaud et puis qui y finissent. Et Napoléon, dans tout ça, il se place en équilibre et il va surtout pouvoir gravir très rapidement des échelons militaires. Il a 24 ans quand il est général. Faut imaginer aujourd'hui un général de brigade à 24 ans, c'est exceptionnel. Oui. Et donc du coup, c'est intéressant de vraiment présenter ce contexte où il y a des places qui s'ouvrent parce qu'il y a des exilés, mais surtout parce qu'il y a des têtes qui tombent. Et donc là, Dieu merci, Napoléon n'a pas perdu sa jambe, ni perdu sa tête. Exact. En 1793, on a le siège de Toulon. Un an plus tard, donc en 1794, on a l'emprisonnement, donc la chute des révolutionnaires comme Robespierre et Augustin, enfin Maximilien de Robespierre et Augustin. Ensuite, et toujours un an plus tard, il y a l'insurrection des royalistes. Voilà, un gros moment aussi pour Napoléon. Et c'est là aussi, en effet, il va vraiment mettre le pied à l'étrier du pouvoir, légèrement politique, mais surtout militaire aussi, où il va se démarquer. Parce que ce que le gouvernement, donc le directoire voulait, c'était surtout aussi tirer à balles à blanc. Donc, pour recontextualiser un petit peu, donc il y avait l'insurrection des royalistes, donc il y avait 20 000 personnes qui voulaient entrer dans Paris pour faire une révolution, pour remettre la monarchie en place. Bah, évidemment, ils ne voulaient pas laisser faire. On a mis Napoléon en tête, et encore, c'était pas Napoléon qui était choisi de base. Il savait pas trop quoi faire. C'était Paul Barras qui devait gérer l'insurrection, il me semble. C'est possible, oui. Oui, c'est Paul Barras. Et ensuite, Napoléon est arrivé quand même avec un plan bien précis. Envoyer Murat, qui n'était pas connu à l'époque, chercher les canons, il me semble que c'est une vingtaine, à voir évidemment avec ce chiffre, au Sablon. 2-3 heures plus tard, tout était là, sauf que lui, il a dit, si je m'occupe de l'insurrection, c'est à ma manière, et c'est à balles réelles. Effectivement, si on doit retenir quelque chose du film de Napoléon, c'est la scène où il tire à la mitraille dans les rues. C'est très impressionnant parce que la mitraille, c'est un projectile utilisé avec les canons. Donc il y avait les boulets de canon et il y avait la mitraille. Donc plein de projectiles de diamètres différents qui allaient partir dans tous les sens. Très peu précis, mais dévastateur face à des charges de cavalerie, des charges d'infanterie. Et on a un épisode assez violent qui est donc l'épisode des Vendémiaires, où Napoléon va tirer sur la foule avec de la mitraille, ce qui n'avait pas encore été fait, ce qui va beaucoup surprendre. Et d'ailleurs, il va faire un peu après une sorte de petite justification écrite pour la population, pour justifier sa prise de décision. Mais dans tous les cas, il va impressionner par cette prise de décision assez forte, très violente, et qui va finalement sauver le gouvernement en place. Et pour mettre une petite parenthèse aussi sur cette violence-là, il faut connaître le contexte aussi en France, avec le roi Louis XVI qui avait été malmené par une foule, par le peuple, juste ou non. Mais en effet, il a toujours déploré, il y a toujours une certaine tendresse quand même pour le roi, qui lui s'était un petit peu à la fin fléchi quand même aux demandes du peuple. Et finalement, il y a une violence effroyable. Et il ne voulait pas reproduire ça. Il ne voulait pas, en tout cas, que le peuple reprenne goût au sang. Et c'est pour ça que je pense qu'il a été aussi catégorique et qu'il voulait faire quelque chose d'assez net et aussi marquant pour justement un petit peu calmer les esprits. Et je pense que ça a quand même pas mal fonctionné. Ça a fonctionné hein, dans un contexte où il y a eu Toulon, il y a les Vendémiaires, Napoléon a Joséphine qui pointe le bout de son nez aussi, qui a un entre-gens exceptionnel et qui va permettre aussi à Napoléon d'avoir le bras assez long grâce à elle, qui était donc mariée avec un général de Beauharnais, qui était aussi un général influent avant qu'il soit guillotiné. Et donc c'est vrai que dans tout ce contexte, Napoléon frappe 2 fois de manière très importante, et en plus de ça, il arrive avec Joséphine, plus âgée, sans doute un peu plus mature, et qui va lui apporter beaucoup au début de la carrière. Oui, c'est vrai que Joséphine, c'est vraiment la rencontre de Napoléon, et je pense que Napoléon n'aurait peut-être pas été ce qu'il est sans Joséphine. Complètement. Alors, il ne faut pas juste justifier, comme a voulu le faire Ridley Scott, la vie de Napoléon par Joséphine. Joséphine a été très importante, je pense, au début de la carrière de Napoléon. Elle lui a ouvert beaucoup de portes. Et
Napoléon, je pense, en a eu du bonheur. Je pense qu'à la fin de sa vie, il donne une formule assez simple en disant qu'ils ont fait bon ménage pour justifier leur relation. Mais encore une fois, Joséphine a beaucoup apporté. Est-ce qu'il faut limiter l'épopée napoléonienne à Joséphine? Je ne pense pas. Elle a un rôle. Mais elle a eu un rôle très important. Et moi, ça reste ma préférée. Non, mais je comprends parce qu'elle savait se montrer, elle savait recevoir, ce qui est extrêmement important à l'époque, c'est vrai. Recevoir d'autres hommes aussi. Oui, voilà, elle travaillait aussi, voilà, allongée. Mais elle savait recevoir tout Paris, et c'est extrêmement important à l'époque, dans le contexte, en effet, dans le milieu politique, où en effet, c'est un peu le bordel, il faut bien l'avouer, entre l'après-révolution et la Nouvelle-France qui doit passer au-dessus de cette période de la terreur, c'est très compliqué. D'ailleurs, Joséphine aussi a été emprisonnée, donc c'était très compliqué pour elle. Donc là, elle renaît aussi. Quand elle voit comment lui la dévore, l'aime, ça joue beaucoup. En fait, elle se sent. D'ailleurs, elle a dit à une de ses amies, en effet, cet homme-là ne m'aime pas, il me vénère. Et oui. Donc ça résume tout. 100% d'accord avec toi. Ça, on le voit, encore une fois, avec la correspondance de Napoléon. Oui, ces lettres sont très c'est des lettres, bon après, c'est dans le contexte de l'époque, les lettres très romantiques, mais au début de l'émoi amoureux entre Joséphine et Napoléon, on a Napoléon qui écrit des lettres très enthousiastes, enflammées même. Très enflammées. Il y a ne te lave pas, j'arrive dans 2 jours. Enfin, c'est la plus connue, mais on a un Napoléon qui est très amoureux, qui est très romantique. Une Joséphine qui est un peu plus modérée, elle refuse de le rejoindre en Italie, enfin c'est compliqué, mais bon, on sait qu'elle est occupée avec d'autres personnes. Elle a un certain détachement par rapport à lui. C'est ça, au départ elle a un certain détachement qui va s'inverser par la suite. Exact. Je pense que Joséphine a cerné du potentiel en la personne de Bonaparte, mais quand ce potentiel va se révéler au grand public, la balance va un peu s'équilibrer entre les deux. Et je fais une petite parenthèse parce que tu as dit à juste titre que Joséphine va être emprisonnée. Effectivement, elle va être emprisonnée dans des cellules où chaque jour on appelait pour dénoncer, enfin pas pour dénoncer, pour appeler les nouveaux guillotinés. Donc chaque matin, on avait des appels, on citait des noms, ils sortaient des prisons et ils étaient envoyés à l'échafaud. Et il y a un monsieur à qui j'aimerais rendre grâce, qui est décédé l'année passée, Bernard Chevalier, qui parlait de Joséphine comme étant sa femme, qui était sans doute l'expert le plus éminent à son sujet, qui avait dit lors d'une conférence brillante que Joséphine avait peut-être eu une ménopause accélérée, qui justifierait le fait qu'elle ait eu 2 enfants avec le général de Beauharnais, mais pas avec Napoléon, qui serait dû au fait que, à cause de ce moment très stressant de celui des geôles et de l'appel au jour le jour pour ceux qui vont être guillotinés, biologiquement, etc. Ça aurait pu lui apporter un stress qui l'aurait ménopausé un peu plus rapidement. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la seule théorie, mais c'est quelque chose qui m'avait interpellé quand il en avait parlé. Et effectivement, on parle du début et on évoque déjà la fin, mais Napoléon se sépara de Joséphine, on en parlera un peu plus tard, à cause de ce problème des enfants. Mais c'est une justification qui, je trouve, pourrait tenir la route et qui n'est parfois pas connue du grand public. C'est vrai que Joséphine a été emprisonnée. Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, on en reparlera plus tard, mais c'est vrai qu'elle va sentir le vent tourner, parce qu'en effet, quand il va devenir empereur, il faut un héritier. Et comme elle ne sait pas donner un héritier, elle sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, Napoléon va devoir se tourner vers une femme qui, elle, pourra enfanter. Mais bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. Il a surtout l'opportunité de préparer sa campagne d'Italie lorsqu'il va en prison, et il va pouvoir bien méditer sur ce qu'il va pouvoir faire contre les Piémontais et les Autrichiens. Et c'est vrai que le coup d'éclat de Napoléon est là où va se révéler son génie militaire mais aussi politique, parce qu'il va signer des traités de paix. C'est durant la campagne d'Italie, et je pense que c'est au pont de Lodi où il commence à sentir qu'il a de grandes capacités. Plus que militaire. Plus que militaire, tout à fait. Et c'est la particularité de Napoléon durant la campagne d'Italie, c'est qu'il arrive avec une vision très holistique des choses, et il ne va pas se limiter à être un chef de guerre, il va être vraiment un réformateur, il va prendre des décisions politiques, ce qui va faire de lui quelqu'un de très populaire, et il va surtout mettre quelque chose en place de très important, qui est le bulletin de l'armée d'Italie. Je pense qu'il y avait deux bulletins, mais dans tous les cas, c'était
la première fois qu'on avait des nouvelles d'une armée qui étaient publiées, etc. Et en fait, il va faire sa publicité, comme il va le faire d'ailleurs durant tout l'Empire, où c'est des bulletins qu'il va réécrire, dans lesquels il va participer, il va se mettre en valeur et il va clairement faire de la communication, ce qui aujourd'hui serait un magnifique profil LinkedIn, Instagram, Facebook. Lui, il va être maître de ces outils et ça va lui apporter les faveurs de l'armée, une armée qui récupère dans un état, on dit pieds nus, qui va amener dans des terres fertiles d'Italie, et en même temps, il va gagner en popularité dans une France qui est fracturée, qui est polarisée, et il arrive finalement dans un contexte où tout est fragmenté et lui a une main de fer. Exact. L'armée qu'il obtient pour aller en Italie n'est pas la mieux préparée. Mais par contre, là où il arrive aussi à surprendre ses adversaires en Italie, c'est par sa vitesse et sa force de frappe et sa vitesse d'action. Complètement. C'est là qu'il déstabilise tout le monde. C'est clair. Napoléon, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il casse les règles. C'est-à-dire que les règles militaires, c'est enseigné, on a une manière de faire la guerre, une manière qui est très orthodoxe, et Napoléon, il casse tous les codes. Ça veut dire que normalement l'artillerie, on la met à un certain endroit, on la fait tirer à un certain moment, et lui il arrive, il bouscule tout, il fait une artillerie très mobile, et on dit qu'il gagne les batailles avec les jambes de ses soldats, et c'est une réalité, il va complètement bousculer tout ce qui est stratégie militaire à l'époque, et c'est ce qui va le faire gagner. Et la qualité de Napoléon à ce niveau-là, c'est qu'il n'est pas efficace, il est efficient. C'est-à-dire, il a peu de choses à sa disposition, et il va réussir à faire des miracles. Et d'un point de vue militaire, il a un génie militaire qui est indéniable. Il a fait des batailles dont on pourra parler comme Austerlitz, qui sont encore des batailles qui sont étudiées dans des écoles royales militaires, et d'un point de vue stratégique, il y a du génie derrière cela. D'ailleurs, Austerlitz, c'est l'apogée de son génie. Tout à fait, sans doute Austerlitz, c'est une de ses plus belles batailles, si pas la plus belle, qui est finalement encore au début de son empire, qui ne sera pas très meurtrière. On pourra parler des bilans un peu par la suite, mais les bilans vont augmenter au fur et à mesure des batailles. Mais Austerlitz, c'est du génie militaire parce qu'il va utiliser la météo, il va utiliser la ruse, il va utiliser la force brute, la psychologie. Ça, encore une fois, c'est la complexité de Napoléon, c'est ce qui régale, c'est le fait que c'est un personnage complexe qui prend chaque conflit, qui prend chaque problème par plusieurs bouts et qui n'est pas psychorigide à certains égards, et donc ça le rend très difficile à cerner et très difficile à battre, sans doute. Mais ce qui est aussi particulier avec Napoléon, c'est qu'il prend aussi l'Europe à contre-pied. Parce qu'en fait, il casse, comme tu disais, tous les codes. Et pour revenir un petit peu sur sa première campagne d'Italie, en effet, il va scinder aussi son armée pour, en effet, après arriver à encercler les armées aussi autrichiennes. Et en fait, l'Autriche n'est pas du tout prête à ce genre de manœuvre. Et en fait, ils se sont fait totalement avoir. Et Napoléon, là, directement, comme tu disais, à Lodi, s'est senti pousser les ailes en tant que chef militaire, mais il savait aussi qu'il valait bien mieux que ça. Et donc c'est vraiment, voilà, parce que j'avais été un petit peu trop vite ici précédemment, c'est vraiment partir de là que le Napoléon Bonaparte, qui va devenir empereur, commence à naître véritablement. Bien sûr, et il y a le pont de Lodi, mais il y a aussi le pont d'Arcole qui est d'autant plus important. Il va commander une peinture par Gros qui est mondialement connue et qui est magnifique si vous ne la connaissez pas. Napoléon par Gros sur le pont d'Arcole, c'est sublime. Et il y a de la communication derrière cela, c'est de la communication rudement bien menée. Évidemment, tout le monde à l'époque ne peut pas s'acheter une peinture de Gros, vous imaginez bien, mais on a la gravure sur bois, on a la lithographie qui va se développer au même moment, et donc ça va permettre de faire une communication extraordinaire. Et Napoléon va en jouer et va vraiment se créer une image. On raconte qu'à Arcole, il est finalement tombé du pont, rien de très glorieux, mais il a la capacité, avec des événements fortuits, de faire quelque chose de grandiose. Et ça va toujours jouer dans son sens, même par rapport au bilan des batailles, il va exagérer tout ce qui va se dérouler. Et ça, c'est son grand point fort. Et même d'un point de vue des soldats, il faut imaginer un champ de bataille à l'époque. Les batailles duraient à titre général une journée. On est sur plusieurs kilomètres. Je pense à la bataille de Waterloo, c'est assez petit, mais il faut imaginer une dizaine de kilomètres. Il y a 50 000 personnes sur place. Vous êtes un pion sur les 50 000 personnes. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est déroulé dans la bataille,
c'est un peu compliqué, surtout si vous êtes au bas de l'échelle en tant que simple soldat. Eh bien, ça va être difficile de pouvoir aborder l'entièreté de ce qui s'est passé. Et Napoléon, par les bulletins de la Grande Armée, par les peintures, on a des peintres comme Lejeune, officier officier supérieur, juste un génie. On parle toujours de La Salle. Et si à un moment je peux faire ma pub pour Lejeune, personnage extraordinaire, qui va d'ailleurs être prisonnier en Espagne, envoyé en Angleterre, il va s'échapper, et qui était à l'époque connu pour faire des peintures, des batailles, peintures extraordinaires dans lesquelles on voyait tous les moments clés des combats. Donc imaginons qu'on avait un officier qui avait fait une charge extraordinaire, c'était représenté sur la peinture. Si on avait une personnalité qui faisait un coup d'éclat et qui mourait, c'était représenté sur la peinture. Et on avait comme ça une synthèse qui était ensuite présentée à Paris. Et c'était à l'époque des moyens de communication géniaux. Ah oui, c'était du génie. Et ça glorifiait aussi finalement les actes. Complètement. Et au Pont d'Arcole, comme tu le disais, le génie aussi de Napoléon, c'est de faire passer à travers la gloire une défaite. Parce que le Pont d'Arcole n'a pas à être une défaite. Oui, si on veut. On peut le voir de point de vue-là, comme on pourrait dire que la Bérésina est une défaite ou une victoire. Là, c'est un repli réussi. C'est ça. Oui. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait et quelles sont finalement les conclusions de ce genre de conflit. Donc, utiliser le Pont d'Arcole comme une défaite, ça me fait un peu mal à entendre, mais pourquoi pas. Ils ne sont pas passés. Mais oui, c'était compliqué. Mais en effet, la Bérésina, on en parlera plus tard, en effet, ça, pour moi, est une victoire de repli, au vu des circonstances. Mais le Pont d'Arcole, enfin, en tout cas, même s'il y a matière à débattre, sur le sens même de victoire ou défaite, c'est que c'était pas une victoire fracassante ni glorifiante, mais que finalement, le tableau en ressort comme la gloire de Napoléon. Et là, évidemment, au niveau marketing, c'est du génie. Complètement. Aujourd'hui, si on avait Napoléon parmi nous, je pense qu'on serait surpris de la communication que ça pourrait donner. Après, bon, encore une fois, on ne sait pas s'il utiliserait de la bonne manière les outils, mais c'est intéressant, c'est le côté efficient. J'ai des outils à disposition, comment est-ce que je les utilise? Et là-dessus, chapeau.